Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. À la moitié du 19e siècle et pendant 100 ans environ, les sciences occultes sous toutes leurs formes vont enflammer la France et la capitale en particulier. Prenant racine dans des organismes ésotériques divers et variés, la vogue de l'occultisme se répand aussi par une spectacularisation à sensation où la photographie alors naissante joue un rôle prépondérant. La photographie spirit prend d'abord pour sujet la cristallisation d'esprits, les fantômes, spectres et ectoplasmes. Des photographes médiumniques entendent immortaliser divers phénomènes paranormaux. C'est un parcours tour à tour intrigant, fascinant, drôle et distancié dans les méandres des pratiques mystiques de la capitale entre 1840 et la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous invite le passionnant ouvrage de Bertrand Mathot intitulé Paris occulte et publié aux éditions Parigramme. Le Musée français de la photographie de Bièvre, équipement culturel du Conseil départemental de l'Essonne, classé Musée de France, riche de 25 000 objets, 1 million de photographies, une bibliothèque et un fonds documentaire technique unique, possède plus d'une centaine de photos liées au spiritisme, dont la célèbre photo de la pensée par Louis d'Arget, datant de 1896. Ce lieu extraordinaire nous permet ainsi d'entrer de plein pied dans notre sujet. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver notre invité. Bertrand Mathot, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en auteur. C'est un véritable plaisir de vous accueillir pour un livre au sujet des pratiques spirites, dont je rappelle le titre, Paris occulte aux éditions Parigramme. Je dis que c'est un grand plaisir parce que la première chose, c'est que votre livre est une curiosité. Alors on va essayer de l'illustrer immédiatement. Comme vous le savez, parce que je crois que vous avez consulté quelques-unes de nos émissions, nous avons une espèce de rituel, nous aussi, je ne sais pas s'il est spirit, mais au début de nos émissions, où nous faisons réagir nos invités au lieu les accueillant. Nous sommes ici au Musée français de la photographie de Bièvre. Et pour quelqu'un qui n'aurait pas lu votre livre, on peut se poser la question du lien thématique qu'il y a entre la photo et les pratiques spirites. Or, il y a un grand lien. Est-ce que vous voulez nous dire quel est votre sentiment de vous trouver ici et le lien par rapport à votre livre? Bien écoutez, je suis très heureux d'être ici avec vous au Musée français de la photographie à Bièvre. Oui, effectivement, il y a une association directe entre le monde de la photographie et le monde de l'occultisme, ne serait-ce que déjà à travers les mots. Par exemple, le mot chambre noire, chambre claire, caméra obscura. La plupart des mots techniques de la photographie viennent du monde de l'occultisme. Ça, c'est très intéressant. Et puis alors, il y a peut-être une chose qu'on peut préciser, c'est qu'en plus, le Musée français de la photographie, qui a des collections absolument extraordinaires, dans ses collections, je crois, a une importante collection, comme un sous-thème, a une importante collection de photos spirites, mais nous en parlerons peut-être, à moins que vous ayez quelque chose à dire. C'est formidable, non, c'est formidable. Voilà. Formidable. Je crois que vous avez consulté le site, vous êtes plus expert que moi sur la question, et vous avez vu… Des photos très drôles, très amusantes, extraordinaires. Très bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur de votre travail. Et d'ailleurs, dans ce projet qui a été de rédiger ce livre, de composer ce livre, comment en êtes-vous venu, vous-même, à vous intéresser à un sujet aussi particulier? Et quel but vous avez eu en rédigeant cet ouvrage? Parce que pour les gens, le spiritisme, les gens savent ce que c'est, mais ça semble appartenir déjà à un passé un peu lointain. Bon, on est dans une ère un petit peu de doute, de remise en cause, de tout vérifiable, en particulier d'ailleurs par les images. C'est ça qui est amusant. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre et quel a été votre but? Oui, à l'origine, je me suis d'abord intéressé au monde des librairies ésotériques, en compulsant. J'adore toujours compulser des vieux livres, des vieux grimoires autour de la magie, du spiritisme et de l'occultisme. Et mon premier plaisir quand vous ouvrez un livre, c'est de voir des photographies anciennes, davantage, des photos anciennes où l'on voit
parfois on voit des trucages grossiers, on voit des fantômes, des on phénomènes. voit des squelettes, on voit des sorcières, lévitations, lévitations, toutes sortes de choses. Oui, des fakirs ou des fakirs, des messieurs enturbanés. et puis très vite, même déjà dès mon adolescence, j'aimais bien voir des photos un peu interdites. D'accord. Des photos interdites où on aperçoit oui, peut-être un début de messe noire ou des Vous aviez une fascination pour ces voilà. atmosphères? Oui, alors bien sûr, mais qui peuvent faire peur quand on est jeune, quand on est petit, quand on voit un peu ces images qui sont en fait souvent interdites, on peut avoir peur de voir ces images de fakirs, de sorcières, des dames tout en noir ou ces messieurs avec des messieurs en toche blanche. Oui, il y a toute une espèce de décorum. On va y venir un peu plus tard. Bien et donc, sûr. alors finalement, cette espèce de curiosité, elle est née d'une peur un peu enfantine. C'est vrai, sûrement, tout à fait. C'est ce que je pense. Et je me suis intéressé, moi, au départ, encore une fois, aux vieilles librairies qui, parfois, dans un rayon, possédaient des grimoires, des livres de sorcellerie. Mais alors, est-ce que faire ce livre, ça a été comme une sorte d'exorcisme? Sans doute. C'est ça. Ah, vous posez une très bonne question. Il y a une chose psychanalytique là-dedans. Sûrement. D'accord. Ça a dû jouer, effectivement, une sorte d'exorcisme, oui. Et alors, est-ce que vous croyez vous-même, là on est en 2018, est-ce que vous croyez vous-même à l'occultisme ou à des aspects de l'occultisme? Oui, alors, écoutez, j'imagine comme vous, je suis un homme moderne, un homme contemporain, je crois à la science. Mais effectivement, en faisant des recherches le plus poussées possible, en m'intéressant à toutes ces vieilles histoires, il est évident qu'il y a quand même, moi je reste persuadé qu'il existe quand même une transcendance. Encore dernièrement, je voyais une mission sur les astronautes, les cosmonautes, les hommes de l'espace, qui ont vu les étoiles de près, qui ont vu la Terre de loin. Et eux-mêmes, paraît-il, ces astronautes ne reviennent sur Terre, ne sont plus les mêmes, se considèrent eux-mêmes comme des extraterrestres. Et ce mot, ces êtres dans les étoiles, ces hommes et ces femmes qui se considèrent comme des extraterrestres, étaient des mots, un vocabulaire déjà utilisé par nos amis occultistes. Donc tout occultisme n'est pas nécessairement à rejeter, on va y venir aussi. Quelle est la nature exacte de votre livre? Parce que finalement, il a deux dimensions. Il a ce sujet, l'occultisme, sur lequel aussi on va essayer de vous faire dire une définition, mais il a aussi une importante dimension photo. Alors, est-ce que c'est un livre photo sur le spiritisme ou est-ce que c'est un livre sur le spiritisme extrêmement illustré? Comment vous voyez les choses? Écoutez, vous posez une très bonne question. Encore une fois. Oui, parce que c'était effectivement un de mes dadas. J'ai rencontré plusieurs éditeurs. Et je voulais absolument, donc je me passionnais pour ce sujet, pour le sujet des bizarreries, de l'étrange et surnaturel, mais je voulais mettre des photographies. Bien sûr. C'était vraiment un désir, et plusieurs éditeurs prestigieux m'avaient dit oui, mais les photos, ça coûte un peu cher. Ça coûte très cher. On a du mal, il y a les copyrights, n'est-ce pas? Or, l'imaginaire, l'imaginé fait partie de l'univers du surnaturel. Indissociable du spiritisme. Si le livre n'avait été que du texte, il perdrait énormément. J'aurais été terriblement frustré. D'accord, très bien. Alors, maintenant, votre livre commence par une épigraphe que je veux citer et à propos de laquelle j'aimerais que vous me donniez quelques explications. C'est une épigraphe littéraire. Ça ne départ pas avec le reste de votre ouvrage parce que là aussi, nous allons y venir. Il y a un lien très fort entre la littérature et le spiritisme, quelle que soit l'époque à laquelle on considère le spiritisme. C'est une citation de Huysmans. Alors, on rappelle peut-être que Huysmans est un auteur que parfois on trouve un peu hermétique, dont on apprécie le style, qu'on dit aussi être un auteur un peu fin de siècle et décadentiste. Voilà l'image un peu clichétique qu'on a de Huysmans, mais qui est un auteur que j'invite à découvrir parce qu'il a vraiment des livres tout à fait étonnants, extraordinaires. Et voilà l'épigraphe que vous avez choisi. Alors que le matérialisme sévit, la magie se lève. Est-ce que le spiritisme, selon vous, cherche à réenchanter le monde? Quel est le sens de cette épigraphe? Pourquoi l'avoir choisie? Et finalement, elle résonne curieusement avec le monde dans lequel nous sommes. Est-ce qu'elle a encore une valeur aujourd'hui? Alors oui, Huysmans, à mes yeux, est un très très grand écrivain. D'ailleurs, au passage, Houellebecq, paraît-il, ou notre Houellebecq national, a comme auteur favori Huysmans. Il y a pire. C'est un bon choix. C'est pas mal. Huysmans, c'est pas mal.
Et effectivement, Huysmans, en fait, donne un paradoxe, mais que tout le monde peut comprendre. Plus notre société est moderne, plus notre société est consumériste, plus notre société est matérialiste, plus des hommes et des femmes, à contre-courant, à rebours, réagiront à ce monde considéré comme beaucoup trop matérialiste. Et se réfugieront dans des formes de spiritualité, de recherche transcendantale, comme vous disiez. Absolument. Alors, c'était le cas, bien sûr, au moment de la révolution industrielle au XIXe siècle, mais c'est le cas encore aujourd'hui, bien sûr, où nous assistons à, comme vous le savez mieux que moi, à une troisième révolution, une quatrième ou une cinquième révolution. On ne les compte plus. Digitale, on ne les compte plus, digitale, native, etc. Voilà, on assiste à des bouleversements et nous le voyons aujourd'hui tous les jours. C'est un de mes dadas. Je pense que ce qu'on pourrait appeler la pensée magique, aujourd'hui, est omniprésente. C'est un autre sujet. Mais je crois qu'on le voit à la télévision, on le voit au cinéma, dans les médias. Nous sommes entourés de pensées magiques. Nous sommes entourés de nouveaux prophètes. Je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez. De nouveaux prophètes, de nouveaux gourous. La philosophie du bonheur. D'accord. On a un exemple. Très bien. Alors justement, là vous faisiez allusion à l'époque contemporaine, mais votre livre, il est très circonscrit dans le temps. Il est en gros, vous me corrigez si je me trompe, entre 1840 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un siècle dans le fond. Pourquoi ces dates? Elles viennent d'où en fait? Oui, alors je me suis rendu, effectivement, c'est toujours par le Huysmans que j'adore. Chaque époque a connu donc des révolutions, et à chaque époque, des êtres, encore une fois des hommes et des femmes, à rebours ont voulu à rebours contrecarrer ce développement dit du progrès. Mais effectivement, la révolution industrielle, le début du consumérisme. Et vraiment, nous sommes au début, avec la naissance du productivisme, le positivisme, le matérialisme triomphant, n'est-ce pas, du milieu du XIXe siècle, eh bien, a provoqué immédiatement une réaction dans ce développement du tout matérialiste. Alors là, on comprend la date de départ et pourquoi l'avoir arrêté juste après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cette date d'arrivée, si on peut dire? Oui, l'arrivée, oui. Et alors, oui, alors, parce qu'effectivement, je pense qu'après la guerre, avec les événements effroyables de la Seconde Guerre mondiale, notamment de la Shoah, l'occultisme s'est mis en sommeil, on pourrait dire, au profit des sciences sociales. Les sciences sociales ont un peu phagocyté, endormi. Absolument, on phagocyté tout ça. Et puis au fond, la psychiatrie, la psychanalyse moderne, j'entends, de l'après-guerre, au fond, a remplacé l'occultisme. Les psychiatres, allez, on peut le dire, les psychiatres ont remplacé nos fakirs, nos gourous. Très bien. Alors là, on s'est intéressé au temps, mais intéressons-nous aussi à l'espace. Le titre de votre livre, je l'ai dit, c'est Paris occulte. Pourquoi avoir circonscrit cette fois-ci dans le seul espace parisien ces phénomènes? Ils ne touchaient que Paris, ils ne touchaient que l'Île-de-France. Pourquoi Paris? Non, bien sûr, le spiritisme, l'occultisme n'est pas confiné à Paris, mais on peut le dire tout de même, Paris fut une capitale, ou peut-être la capitale de l'occultisme. D'accord. Peut-être davantage que Londres ou Berlin, c'est très amusant. Voilà, effectivement, en faisant mes recherches, en avançant dans mes recherches, je me suis rendu compte tout de même que Paris, on peut le dire, fut la capitale de l'ésotérisme. Et peut-être nos occultistes ont inventé peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais la fantaisie, le fantastique. Le fantastique, voilà, exactement, très bien. Alors, écoutez, on nous entend parler, là, on dit des mots qui peuvent d'ailleurs un peu faire peur, comme votre réaction d'enfant. Occultisme, magie, enfin voilà, il y a tout un vocabulaire. Est-ce que vous pourriez, cette fois-ci, faire un peu le professeur de français et nous aider à y voir clair dans ce vocabulaire? Qu'est-ce que c'est l'occultisme? Qu'est-ce que c'est la différence avec le spiritisme, s'il y en a? Quels sont les mots principaux de votre sujet? Oui. Le spiritisme, au sens où on l'entend,
est né avec un personnage tout à fait formidable qui s'appelle Allan Kardec. C'est Allan Kardec qui était un pédagogue plutôt proche, qui admirait les thèses de Rousseau sur la pédagogie, qui le premier a conçu le mot spiritisme. En fait, le mot vient de l'Angleterre, des Anglais, qui parlent de spiritualisme. Mais lui, ce personnage, Allan Kardec, a parlé plutôt du spiritisme et il est considéré aujourd'hui comme le père du spiritisme. D'accord. Et alors, quel est le lien entre le mot spiritisme, occultisme? Est-ce que c'est les mêmes mots? Est-ce qu'il y a des nuances? Puisque c'est les mots qu'on va employer le plus souvent. Occultisme, comment le comprendre? Puisque c'est quand même Paris occulte, hein, le titre. Comment l'occultisme se positionne lexicalement, étymologiquement, sémantiquement par rapport au spiritisme? Oui, alors, le mot occultisme, là, c'est amusant aussi, a été inventé par un autre personnage qui s'appelait Eliphas Lévy. C'est assez précis. Et occultisme, évidemment, vient d'occulte, a donné science d'occulte, c'est-à-dire cacher ce qui n'est pas ouvert, ce qui est l'idée des sciences occultes, l'idée de l'occultisme, c'est évidemment tout ce qui n'est pas visible. C'est le monde de l'invisible. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un panorama rapide de toutes les grandes pratiques et les grandes aspirations de l'occultisme? Parce qu'on a tout de suite une espèce d'imaginaire un peu pittoresque qui se déclenche. On voit des corps lévités, on voit des passes magnétiques, on voit des transmissions de pensée. Est-ce que vous pourriez nous faire une espèce de liste comme ça de toutes les pratiques occultes, les principales, disons? Alors le sujet est vaste, le sujet c'est l'objet de votre livre. Est infini. Mais disons que historiquement, et c'est aussi l'histoire qui m'intéresse, c'est qu'au départ, notre aventure du surnaturel commence avec les fameuses tables tournantes. Napoléon III, l'empereur des Français, le premier d'entre nous, comme on pourrait dire, et son épouse, Eugénie, et les Parisiens, mais aussi bien sûr, il y a une mode au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, qui commence, qui est de faire tourner les tables. Faire tourner des tables où on se réunit avec des amis autour d'un guéridon. Et l'objectif premier, bien sûr, est de faire parler les morts, de faire parler les disparus. On pose des questions au guéridon. Voilà, et on communique avec les esprits. Alors, dans votre livre, il y a d'ailleurs une photo absolument extraordinaire qui est une photo d'un compte-rendu rédigé par Hugo d'une séance de table tournante. Ça lui fera au moins un point de réconciliation avec Napoléon III. Je ne sais pas s'ils ont été châtiés outre-tombe pour cette pratique. Mais en tous les cas, on voit par exemple Hugo demander à un guéridon « Es-tu Shakespeare ?» Et le guéridon répond « Oui ». Il y a plusieurs questions étonnantes comme ça. Je crois qu'il recherche aussi Socrate, Richard III. Enfin bon, voilà, il ne s'adresse pas à des personnages médiocres. Et ces personnages, il a de la chance, lui répondent. Que pensez de ces séances extraordinaires? Alors ça, c'est extraordinaire parce que Victor Hugo, le géant, sans doute le plus grand écrivain français, était féru des tables tournantes, on le sait. Victor Hugo, exilé à Jersey en 1852. Alors, vous voulez communiquer avec sa fille, je crois. Alors, oui, alors ce qui m'amuse, c'est que, mais je suis heureux que vous me posiez cette question, parce que les hugoliens traditionnels, longtemps, on dit « Oh, Hugo, il s'embêtait à Jersey, il était exilé, il s'embêtait avec ça. » Alors, comme il s'embêtait, comme le cinéma, n'est-ce pas, n'existait pas, bien qu'il fasse aussi d'ailleurs de la photographie, il manquait de distraction, n'est-ce pas? Vous êtes de la déco, mais vous êtes de la déco, voilà, s'ennuyait terriblement, lui et sa famille, donc s'était intéressé aux tables tournantes. Non, Victor Hugo est un génie, Victor Hugo est le plus grand, c'est un géant, bon, comme je vous l'ai déjà dit, et il ne s'est pas intéressé au monde des esprits, enfin, aux tables tournantes par distraction. Alors évidemment, ça, la cause principale, la cause première, c'est que sa fille Léopoldine, comme vous le savez, s'était noyée 10 ans plus tôt, et donc il voulait une amie à lui. Delphine de Girardin l'a initié, n'est-ce pas? L'a initié au tableau tournante. Et alors, au début, donc, ce Victor Hugo et sa famille sont autour d'une table. Ils vont mettre plusieurs jours, d'ailleurs. Au départ, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ils sont très déçus. Victor Hugo est très malheureux. Il ne se passe rien. Et puis,
La magie opère. La magie opère. La magie opère, je crois, un 11 septembre 1853. Et là, Victor Hugo communique avec sa fille morte, sa fille disparue. Donc là, c'est un choc. Victor Hugo et son épouse se tombent, enfin, sont effondrés. Et là, Victor Hugo décide de continuer. Ça durera 2 ans. Et alors là, c'est extravagant. Il va parler avec tous les grands esprits de l'Antiquité à son époque. Il va aussi communiquer avec des concepts comme la mort. Et évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint la question que vous posiez précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, ces tables tournantes débouchent au fond, parce que si vraiment Victor Hugo avait respecté les tableaux tournantes avec l'aide de l'alphabet, ça aurait mis des heures, des années, alors que je crois Victor Hugo a écrit des milliers de pages, des retranscriptions qui sont des comptes rendus qui font 1000 pages, je crois. Et Victor Hugo, au fond, ne fait que invente, enfin conçoit, imagine ce qu'on appellera plus tard l'écriture automatique. C'est ça, voilà, qui en plus sera repris un peu plus tard par les surréalistes, etc. Car au fond, ces premiers occultistes, n'est-ce pas, au départ font tourner les tables et très vite s'intéressent à d'autres moyens de communiquer avec les morts, et notamment donc l'écriture automatique. D'accord. Alors là, en associant le terme de l'occultisme à un personnage comme Victor Hugo, qui laisse quand même dans l'histoire littéraire et l'histoire de France d'ailleurs, l'image d'un homme sérieux, mais en même temps avec un petit peu tous les doutes qu'on peut avoir sur certaines pratiques, ça nous permet de situer l'occultisme dans une sorte d'espace moral entre finalement occultisme sérieux et imposture. Et c'est tout cet espace-là qui montre la définition de cette pratique. Une des choses les plus étonnantes qu'on relève dans votre livre, c'est que d'abord, l'occultisme, dans le siècle où vous vous en rendez compte, il s'est implanté de manière, j'ai trouvé, extrêmement organisée dans l'espace parisien. Il y avait quand même des moyens financiers considérables derrière ça. Et alors, on ne compte pas le nombre de chapelles, de temples, de laboratoires secrets situés dans de très beaux quartiers parisiens. Je crois que, par exemple, même la maison de Balzac qu'on peut aujourd'hui visiter, rue Raynouard dans le 16e, elle a servi à une chapelle, j'ai oublié de quel ordre occulte. Les veilleurs. Les veilleurs, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'implantation matérielle de l'occultisme et d'où venaient ces moyens quand même assez étonnants? Les gens y croyaient vraiment. Oui, alors c'est un paradoxe parce que nous parlons effectivement de magie, de surnaturel, d'étrange, et au fond, ces personnages, encore une fois, hommes et femmes, j'insiste là-dessus, sont des êtres très rationnels, c'est un paradoxe, très organisés, ont le sens de la hiérarchie. Alors, avec des grands maîtres, des secrétaires généraux, oui c'est vrai. Adore les rituels. Alors déjà, la première importance, c'est de se réunir bien sûr entre amis, entre initiés, mettre des costumes exotiques, un peu à l'antique, n'est-ce pas? Et puis très très vite, tous ces occultistes adorent effectivement construire des hiérarchies, des ordres. Donner un sérieux. Voilà, donner un sérieux à tout ça. C'est très amusant. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, est-ce que ce sérieux, c'est pas aussi un petit peu le masque d'une imposture consciente, non? Alors, oui, j'ai dit que c'était très amusant pour nous, hommes modernes, mais au fond, les hommes ont toujours aimé les déguisements. Maintenant, alors on se projette davantage, mais au fond, les bals masqués, je parle de bals masqués, mais les bals masqués, oui, c'est aussi une forme de même la représentation de l'État, elle aime quand même le décorum, bien sûr. Son corps. Voilà, et puis, l'idée, effectivement, c'est que ces pionniers de l'occultisme, il est vrai, il faut quand même le reconnaître, ont voulu singer, ont voulu copier l'Église, ont voulu copier le cérémonial, notamment de l'Église catholique. Avec l'idée de lui faire concurrence, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez qu'il y a parmi les tenants de cet occultisme des personnes qui ont tellement cru dans ce qu'elles professaient qu'elles se sont dit qu'elles pouvaient concurrencer l'Église, faire presque une nouvelle religion? Est-ce que ça a existé comme tendance? Ah, bien sûr, bien sûr. La plupart des occultistes pensaient, croyaient en leur art, naturellement. Mais est-ce qu'elles avaient l'idée que ça pourrait détrôner une religion comme la religion catholique? Est-ce que c'était même un but? Bien sûr, c'était même leur objectif. Oui. D'accord. Au XIXe siècle, il est certain
au fond, enfin, pour les pionniers de l'occultisme, moi, je peux vous citer des noms, bon, j'en ai parlé, donc c'est Alan Kardec, Eliphas Lévy et un peu plus tard Papus, qui sont un peu les trois grands maîtres et qui ont, ont voulu fonder une nouvelle religion autour du spiritisme et de l'occultisme, bien sûr. Alors, on a parlé de Victor Hugo et des tables tournantes, mais en réalité, ce n'était pas un phénomène qui lui était propre dans la littérature. Une autre chose qui installe le sérieux de l'occultisme, c'est sa résonance dans le monde littéraire, dont vous rendez d'ailleurs parfaitement compte à toutes les époques. C'est très passionnant. C'est-à-dire que du moment où c'est apparu, ça a enflammé, on peut dire d'ailleurs des auteurs de premier rang comme de deuxième rang, et ça n'a jamais cessé. On trouve là-dedans évidemment Baudelaire, je crois que Nerval croyait au tarot, Proust est mentionné, Paul Morand, ça m'a aussi bien étonné, les surréalistes, on a parlé de l'écriture automatique. Quel lien entretient durablement l'occultisme avec le monde littéraire? Pourquoi ce lien? Souvent des poètes d'ailleurs aussi. Là aussi, c'est... vous savez, au fond, la plupart de nos artistes, la plupart des écrivains se sont passionnés pour le surnaturel, pour l'imaginaire, et la plupart encore une fois, de nos plus grands écrivains, de nos plus grands artistes, des musiciens, se sont intéressés aux sciences occultes. Oui. Alors, j'ai regretté que le nom de Gaston Leroux ne figurera pas dans votre ouvrage parce que lui-même a produit des romans où on voit enfin, je veux dire, c'est un témoignage d'époque quand on lit Gaston Leroux parce qu'on trouve dans ses romans des représentations de l'occultisme, mais vous vous rattrapez par une référence que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, la sœur de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc aussi a représenté de l'occultisme, je crois que dans un épisode d'Arsène Lupin qui s'appelle Les 30 cercueils et qui a donné plus tard une série. Il y a des rites occultes et la sœur de Maurice Leblanc elle-même fréquentait des cercles occultes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme? Oui, là, il s'agit de Georgette Leblanc. Oui. Vous pensez à Georgette Leblanc? Oui, Georgette Leblanc, c'est une histoire formidable. Georgette Leblanc, grande cantatrice. À l'époque, les cantatrices sont les stars, les stars d'aujourd'hui, une renommée internationale, riche et célèbre. Et Georgette Leblanc admirait un personnage tout à fait extravagant qui s'appelait Gurdjieff. Et Gurdjieff, alors ça c'est amusant qu'on parle de ça, parce que Gurdjieff donc, était d'origine arménienne, a eu un impact considérable au XXe siècle sur la plupart des écrivains. Notamment, je pense aux surréalistes, je pense à Renan Queneau. Et là, pour revenir à notre Georgette Leblanc, Georgette Leblanc, n'est-ce pas, faisait partie d'une... Enfin, je me suis trompé, mais je reviens sur Gurdjieff. Gurdjieff avait créé une école d'ésotérisme à Fontainebleau, et où la plupart des artistes, des écrivains du XXe siècle vont faire une sorte de pèlerinage presque. Iront voir ce Gurdjieff. Bien sûr. D'ailleurs, j'y pense notamment Man Ray. Le grand photographe Man Ray a été influencé par Gurdjieff. C'est intéressant. On en reparlera quand on abordera le thème de la photo. Pour en revenir à Georgette Leblanc, ce Gurdjieff avait réuni, n'est-ce pas, des femmes, notamment aussi des Américaines, les Américaines de Paris, du Café de Flore, des Deux Magots, et avait réuni ces femmes encore une fois, dans le quartier latin ou à Montmartre, et leur avait dit: Mesdames, soyez les premières de cordée. Vous faisait un appel aux femmes. Vous allez devenir, ces femmes-là en fait la psychanalyse n'existait pas, la psychiatrie n'existait pas, et donc ces femmes étaient en recherche d'elles-mêmes, et encore une fois, puisqu'il n'y avait pas vraiment de psychanalyse, etc. Donc, elle se tournait un peu vers l'occultisme. Elle se tournait vers l'occultisme et elle cherchait des gourous. Et là où c'est formidable, c'est que j'ai découvert qu'elles ont monté une sorte pas de confrérie, puisque c'est des confrères, une sorte de fraternité, n'est-ce pas, de femmes, qui s'appelait la Cordée. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on nous abreuve des premiers de cordée, mais à cause depuis... Alors, tous nos journalistes, n'est-ce pas, parlent du livre de Frison Roche. C'est Frison Roche qui est... Oui, c'est lui qui... Mais non, en fait, la cordée est avant tout un vocabulaire... de l'occultisme.
Et absolument pas. Et moins, on y revient par tous les chemins. Voilà, et moins un vocabulaire sportif. D'accord. Alors, on parlait de femmes dans l'occultisme, et ben on va y rester. Une autre tendance du sérieux, entre guillemets, de l'occultisme, c'est qu'il a fasciné la littérature, on vient de le dire, mais il a aussi fasciné la politique. Alors là, il y a par exemple un portrait, parce que votre livre est quand même composé de grandes figures, en fait, de l'occultisme. Et là, il y a un portrait dont je voudrais lire un extrait, c'est le portrait de Madame Fraya. Et alors, elle fait une entrée magistrale à l'Élysée. En 1914, la chiromancienne est appelée en pleine nuit à l'Élysée pour livrer ses prédictions, reçue par Aristide Briand, Albert Sarraut et Raymond Poincaré, donc le chef de l'État. Elle annonce que les Allemands se trouvent alors à moins de 100 km de Paris, n'envahiront pas la capitale. Quel a été le lien de la politique, qui semble un domaine rationnel, sérieux, grave, avec l'occultisme, à propos duquel on a déjà soulevé quelques réserves? Quel est le lien? Pourquoi les politiques sont fascinés par l'occultisme? Parce que nos politiques, qu'est-ce que c'est que la politique? Je crois c'est prévoir. Effectivement, c'est donc ah oui, encore un mot qui a un rapport prévoir, avec deviner l'avenir. Depuis tous les rois de France, les rois de France, bien sûr, avaient des conseillers occultes, avaient aussi des mages, avaient des conseillers, étaient passionnés par l'occultisme. On peut penser à Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, voilà, absolument. Et puis ça a continué. Alors, la République arrive, la société s'est soi-disant sécularisée, mais nos hommes politiques, comme nous-mêmes, nous avons besoin de connaître l'avenir, d'être rassurés un petit peu, de se rassurer, et c'est là où nos bonhommes s'engouffrent, bien sûr. Alors bon, là on vient de citer le cas de Madame Fraya qui a fait une prédiction qui était juste. Mais on voit aussi, par exemple, qu'un personnage comme Pierre Laval avait son espèce de voyant attitré qui s'appelait Privat. J'ai oublié son prénom. Maurice Privat. Et alors là, je crois qu'il s'est muni d'un voyant très très peu voyant jusqu'à la prédiction finale. Quelle est la prédiction finale que fait Privat à Laval? Maurice Privat, effectivement, alors ça c'est très amusant, et Maurice Privat annonce à Laval qu'il ne mourra jamais de mort violente. Alors on rappelle quand même pour ceux qui l'ignoreraient que Laval a été 2 fois président du Conseil durant le régime de Vichy. Il avait d'ailleurs été président du Conseil avant aussi. Donc c'est une figure de collaboration et qu'il a été puni à la Libération, condamné à mort. On va rappeler la mort de Laval parce qu'elle est assez abominable en soi. Il a essayé de s'y soustraire en se suicidant et en avalant, je crois, un cachet de cyanure, il me semble que c'est ça. Mais on l'a détecté à temps, donc on lui a fait d'abord un lavage d'estomac. Bon, enfin tout ça déjà, le cachet de cyanure n'est pas agréable, le lavage d'estomac non plus. Et surtout, c'était pour le conduire au peloton d'exécution. Donc là, pour le coup, le voyant s'est complètement trompé. Là, mais c'est amusant, je voudrais revenir à ce personnage de Maurice Privat, donc le conseiller donc, du sinistre Pierre Laval, parce que donc ce Maurice Privat, au départ, était un journaliste, un pionnier du journalisme. C'est même lui qui a inventé d'ailleurs l'information à la radio, notamment la Tour Eiffel. Et très vite, donc s'est intéressé à l'occultisme et a écrit des tas d'almanachs. C'est ça qu'il a rendu célèbre, ou des almanachs de l'année en cours et qui prévoyaient ce qui allait se passer l'année suivante. Et alors, il a été effectivement aussi très ami, c'est un ami intime de Pierre Laval. Pierre Laval qui était, je crois, très superstitieux. Voilà, c'est aussi ça joue là-dessus. Et donc il est venu son conseiller. Ce Maurice Privat avait dit vous deviendrez président du Conseil, n'est-ce pas? Vous aurez voilà, donc notre Pierre Laval était heureux d'avoir et d'être encouragé par une sorte de gourou. Mais alors, le plus amusant de Maurice Privat aussi, c'est que Maurice Privat, dans son almanach de 1939, avait dit qu'il n'y aura jamais la guerre, que la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas lieu, que les Français allaient gagneraient cette guerre si elle avait eu lieu. Bref, ce Maurice Privat s'est trompé à chaque fois, mais cela n'empêche pas que le terrible... Que Laval se retourne à chaque fois vers lui pour avoir des conseils. Voilà, absolument. Bon, alors là, on
on abordait un deuxième domaine qui semblait crédibiliser l'occultisme. Bon, on a vu qu'il y avait quand même quelques réserves, mais cet occultisme, il a aussi trouvé, et ça doit être la conclusion de notre émission, une espèce d'assise de sa légitimité, surtout au début, par l'instrument photographique. Et votre livre est donc aussi un livre photo, parce que on peut dire qu'il y a presque une concomitance entre la naissance de l'occultisme et de la photo, et que la photo a beaucoup servi à certains personnages mystiques, à certains spirites, enfin tout ce qu'on voudra, pour mystifier les gens en introduisant dans la photo finalement le thème du trucage. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quelle relation entretiennent photo et spiritisme, occultisme? Oui, c'est un sujet passionnant, un sujet qui... pourquoi? Parce que la photographie finalement est née au même moment que la renaissance du spiritisme. La photographie officiellement, comme vous savez, la date de naissance de la photographie c'est 1839, pardon, 1839. Et l'occultisme vers les années 40. Et voilà. Et effectivement, et ça c'est très 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 intéressant. Alors déjà le vocabulaire est le même. On dit même la légende dit que les alchimistes avaient déjà les alchimistes du Moyen Âge, hein, j'entends, avaient l'intuition, n'est-ce pas, des rayons lumineux sur une plaque sensible. Quand on met du mercure, du sel sur une plaque sensible, les rayons de la lumière s'accrochent. Voilà, donc il y avait déjà. Donc c'est une antéphotographie. Voilà, donc ça c'est tout à fait intéressant. Et à la naissance de la photographie, très vite ces occultistes se sont intéressés à cette technique et l'exploiter à leur profit. Alors au départ, évidemment, l'idée première, c'est de témoigner. C'est un témoigner qu'il existe des esprits, donc photographier des esprits. Et dans un deuxième temps, où les scientifiques, les savants continuent, enfin s'intéressent également au phénomène spirit, les savants veulent contrôler, c'est le phénomène de contrôle, veulent contrôler véritablement qu'il ne s'agit pas d'un trucage et qu'il existe, qu'on peut photographier, qu'on peut contrôler la présence d'esprits, de fantômes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu précisément quels liens ont entretenu spiritisme et photographie, puisqu'on relevait qu'ils ont un peu commencé ensemble, c'est-à-dire à la moitié du 19e siècle. Alors oui, alors un des personnages les plus pittoresques s'appelait Édouard Isidore Buguet. Et Édouard Isidore Buguet, à Paris, sur les grands boulevards, à Montmartre, après la guerre de 1870, après la Commune, faisait des photos très particulières. Voilà. C'est quoi le principe de ces photos? En fait, décide de monter une agence de photographie, enfin, ce qu'on appelle d'ailleurs la photographie spirit. Il décide de photographier les fantômes. Il décide de photographier les grands-mères, les grands-pères, les parents des défunts. Et alors, mais il y a finalement toute une explication intéressante, parce que c'est vraiment, on sort donc d'une guerre terrible, on sort de la Commune où il y a eu donc des milliers de morts aussi, oui. Et voilà, et donc on retrouve beaucoup de veuves, beaucoup de gens qui sont morts de manière atroce, et donc voilà, et des pères de famille, des mères de famille veulent communiquer avec leurs défunts. Oui, quand on voit ces photos, si vous me permettez, pour que les gens comprennent bien, en fait, on voit un homme, une femme, relativement jeune, bon, un adulte, disons, et qui sont en photo, assis le plus souvent, et par derrière eux, on voit une espèce de spectre qui est le grand-père, la grand-mère défunte. Donc ça semble extraordinaire. On a l'impression que par la technique de la photo, on a suscité, voire ressuscité le défunt. Absolument. Là, pour nous, encore une fois, quand nous voyons ces photos anciennes du 19e siècle,
on prête à sourire, on s'amuse, parce qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement des fantômes avec des draps blancs, avec des squelettes. Et on se dit, nous, effectivement, ce sont des trucages. Mais il faut toujours se remettre dans le contexte. Dans le contexte. Oui. À l'époque, c'est révolutionnaire. On ne pense pas que ce sont des trucages. On ne peut pas croire que ce sont des trucages. Ah oui, donc ça fonctionne. Les gens ont un doute. Les gens ont un doute, et ça fonctionne tellement bien que ce photographe et d'autres d'ailleurs remportent un succès considérable. C'est un succès énorme. Gagne. Voilà. Et oui, il y a de l'argent quand même derrière tout ça. Bien sûr. Et là, évidemment, il sera condamné pour escroquerie. Alors évidemment, le poteau rose, c'est quand la police quand même se rend compte que tout ça, c'est un petit peu curieux. Des scientifiques, des savants se posent des questions, n'est-ce pas? Et donc en 1875, la police débarque et effectivement découvre l'imposture de ce bonhomme. En fait, d'ailleurs, c'est souvent le trucage est très facile à comprendre, c'est de la surimpression. Ou alors encore plus amusant, derrière le client, n'est-ce pas, on mettait un mannequin avec un masque soi-disant d'un défunt. Alors, juste avant, le client disait à une assistante, oui, ma mère qui est morte avait les cheveux blancs, mon père a été barbu. Alors on va vite chercher une photographie avec un barbu ou une dame avec les cheveux blancs. Voilà. C'est du bricolage. C'est du bricolage, mais si vous voulez, ça a un tel impact, c'est tellement important. C'est ça, effectivement, on en rit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était oui, bien sûr, juste. Évidemment. Et au fond, quand la police, n'est-ce pas, découvre le poteau rose, condamne ce photographe, les clients n'y croient pas. C'est-à-dire que les clients disent non, ce photographe est de bonne foi, nous continuons à le croire. Très bien. Nous continuons à le croire. Et la plupart, d'ailleurs, des artistes, des écrivains, amis de ce Buguet, partageaient cette opinion. Oui, finalement, on pourrait faire un lien entre ce que vous dites et les fake news aujourd'hui, les montages vidéo, ça existe finalement toujours. Absolument. La technique s'est améliorée, mais le principe est toujours d'actualité. Je vous pose une dernière question. Finalement, ce que vous venez de dire, tout ce que nous venons de dire, tout notre entretien, il pose un peu le problème du ton de votre livre, que j'ai parfois eu du mal à situer, mais ce n'est pas du tout un reproche, ça fait partie de son charme. C'est-à-dire qu'à la fois, il est extrêmement sérieux sur le plan de l'énonciation des faits, de la recherche. C'est un livre d'historien, disons-le, quelque chose comme ça, avec vraiment une très grande précision. Et en même temps, très souvent, quand vous faites les portraits d'un certain nombre de personnages, quand vous rendez compte de leurs activités, il y a souvent une petite conclusion qui n'est pas méprisante, mais qui est un petit peu ironique. Et je me suis demandé quel était le ton de votre livre. Parce que moi, je vais vous dire une chose, j'espère que vous ne vous vexerez pas. Votre livre m'a fait beaucoup rire. Voilà, je l'ai pris comme un livre tout à fait pour me détendre. Et il m'a réellement détendu, tellement tout ce que j'ai lu, oui, par le recul d'époque, etc., les différents contextes, on a pris une telle distance face à ça que ça nous semble drôle aujourd'hui. Quel était le ton que vous vouliez donner à ce livre? Oui, et bien disons, on pourrait dire, vous savez, c'est comme la science, c'est comme un occultiste, c'est comme un docteur. Il y a des bons docteurs, et puis il y a peut-être aussi de moins bons docteurs, de moins bons médecins. C'est pareil peut-être avec nos fameux occultistes, nos fameux médiums. Il y a à boire et à manger. Voilà, il y a à boire et à manger. Je crois qu'il y a des bons médiums, des bons intermédiaires, et puis des moins, et puis des charlatans, on peut le dire. Et effectivement, ce qui est amusant, c'est que ces sciences occultes ont donné le pire, mais aussi ont donné le meilleur, et ont permis, on peut le dire, à des artistes de se révéler, de créer et de faire des œuvres épatantes. Bon, finalement, ça a eu aussi de bonnes conséquences. Oui, je pense. Écoutez, Bertrand Matteau, j'invite vraiment nos spectateurs, c'est le bon mot, j'invite vraiment nos spectateurs à connaître votre livre, parce qu'ils passeront un moment absolument extraordinaire, ils apprendront des choses tout à fait étonnantes, et comme je le dis, c'est finalement aussi un moment de curiosité et de détente. Merci infiniment de votre venue sur le plateau de l'Essonne en Auteur, installé de manière tout à fait propice, un peu sombre et occulte, au Musée français de la photographie de Bièvre. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en Auteur.